Le chat de Schrödinger. Ce nom, on l'a tous plus ou moins déjà entendu, non? Ça sonne comme un vieux casse-tête de physique un peu abstrait. Mais si je vous disais que ce célèbre paradoxe, c'est en fait bien plus que ça. Et si c'était une clé pour comprendre non seulement le monde des atomes, mais aussi les profondeurs de l'esprit humain, et même la façon dont on fabrique la science? Voilà la question qui fâche, celle qui défie toute logique. Comment un être, ou quoi que ce soit d'ailleurs, peut-il exister dans deux états complètement contradictoires, au même moment? Pour trouver un début de réponse, il va falloir s'aventurer dans un monde où les règles du jeu sont très très différentes. Bon, allons-y. Plongeons dans le vif du sujet. Avant même de parler du chat, il faut qu'on se mette d'accord sur le décor, l'univers d'où il vient, celui étrange et fascinant de la physique quantique. Dans notre monde de tous les jours, c'est simple. Une pomme tombe, elle tombe. Un objet est ici ou il est là, jamais les deux en même temps. Ça, c'est la physique classique, bien rangée. Mais quand on zoome, quand on descend à l'échelle des atomes, tout change. On n'est plus dans le monde des certitudes, mais dans celui des probabilités. Une particule peut exister dans ce qu'on appelle un état de superposition, c'est-à-dire dans plusieurs états à la fois. Alors, voilà l'idée de génie de Schrödinger pour illustrer ça. Attention, c'est une expérience de pensée, aucun chat n'a été maltraité. On imagine une boîte avec un chat. Et à côté, un dispositif un peu diabolique. Il y a un atome radioactif. S'il se désintègre, et ça c'est un événement quantique, donc totalement aléatoire, eh bien il déclenche tout un mécanisme qui libère du poison. Le truc, c'est que tant qu'on ne regarde pas, tant que la boîte est fermée, l'atome est dans les deux états en même temps, désintégré et non désintégré. Du coup, par un effet domino, le chat est lui aussi dans les deux états. Il est à la fois mort et vivant. C'est seulement au moment où l'on ouvre la boîte pour vérifier que la réalité, en quelque sorte, est forcée de choisir un état. C'est là que notre histoire prend un virage complètement inattendu. Parce que cette idée quantique, aussi folle soit-elle, on la retrouve dans un domaine bien plus proche de nous, la psychologie. Cette question qu'on entend souvent en thérapie, c'est le point de départ. C'est l'introduction à ce qu'on appelle l'ambivalence. Quand on ressent deux émotions totalement contradictoires, qui coexistent dans notre esprit, en même temps pour la même personne. Et là, l'analogie est juste fascinante. Voyez le monde intérieur d'un patient comme la boîte fermée. À l'intérieur, des émotions opposées, comme l'amour et la haine, sont superposées, exactement comme l'atome. Le thérapeute, lui, par son dialogue, par son regard extérieur, il joue le rôle de l'observateur. C'est lui qui ouvre la boîte et qui aide ces contradictions à se résoudre. Ce processus porte un nom en physique, la décohérence. C'est le moment où le système quantique est forcé de choisir un état à cause de son interaction avec l'extérieur. En thérapie, c'est exactement ça. L'interaction avec le thérapeute, cette perspective extérieure, aide le monde intérieur de la personne à trouver une résolution. L'ambivalence s'estompe et un des deux sentiments devient plus clair. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On a fait le lien entre la physique et la psychologie, mais maintenant on va s'attaquer à la science elle-même. Et on va se poser une question assez vertigineuse. Est-ce que la réalité qu'on observe est vraiment universelle et objective? Le concept clé ici, c'est celui de thémata. Pour faire simple, ce sont des sortes de préférences de pensée, des intuitions profondes, presque inconscientes, qui viennent de la culture d'un scientifique, et ces thémata vont influencer les théories qu'il ou elle va trouver les plus convaincantes. Prenons un exemple concret tiré de la philosophie indienne ancienne, le système Vaisheshika. À la différence de la pensée occidentale, souvent basée sur des oppositions binaires, le bien et le mal, le vrai et le faux, cette vision du monde organise la réalité d'une toute autre manière. Forcément, un scientifique qui a grandi dans cette culture n'aura pas la même approche de la physique fondamentale. D'ailleurs, une thèse de doctorat a comparé des physiciens indiens et français, et les résultats sont incroyables. Les physiciens indiens, par exemple, sont souvent plus à l'aise avec un monde vu comme discret, fait de particules bien séparées. Les physiciens français, eux, acceptent plus facilement la fameuse dualité onde-corpuscule. Ce n'est pas que les uns ont raison et les autres tort. Pas du tout. C'est juste que leur culture influence profondément leur manière d'interpréter la nature même de la réalité. On a donc exploré 3 domaines qui semblent, à première vue, complètement déconnectés, la physique, la psychologie et la sociologie des sciences. Et pourtant, il y a bien un fil conducteur qui les relie tous. Et le voilà, ce point commun. C'est le rôle de l'observateur. En physique, c'est l'acte d'observer qui force la réalité à se manifester. En psychothérapie, c'est l'observateur extérieur, le thérapeute, qui permet au conflit de se résoudre. Et dans la science, l'observateur n'est jamais neutre, son bagage culturel façonne son interprétation du monde. On arrive maintenant à la conclusion de tout ce parcours, à l'idée finale qu'il faut vraiment retenir. Tout ce cheminement nous amène à une idée à la fois simple et incroyablement profonde.
Le paradoxe n'a jamais vraiment concerné le chat. Il a toujours concerné l'observateur. C'est le rôle de celui qui regarde, qui mesure, qui interagit, qui est au cœur de ces trois histoires. Et c'est une idée qui traverse au moins trois grands champs de la connaissance. Que l'on parle d'un atome, d'un esprit humain ou d'une théorie scientifique, la réalité que l'on finit par découvrir dépend de la manière dont on la regarde. Ce qui nous laisse avec une toute dernière question, pour la route, si notre regard, nos interactions et même notre culture ont un tel pouvoir sur ce que l'on perçoit comme réel, alors la question se pose à nous tous. Comment chacun, par sa propre observation, façonne-t-il sa propre réalité ?